On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, on vous parle des 25 ans de l'entreprise d'Alisa, entreprise qui a battu en fin de semaine le record Guinness du nombre de personnes participant à un barbecue. Il y a eu un événement monstre samedi dernier au parc Jerry Boulet de Saint-Jean-sur-Richelieu, un événement très particulier parce que ça visait à battre le record mondial du rassemblement du nombre de personnes pour un barbecue. En même temps, ça coïncidait aussi avec les 25 ans d'une entreprise bien connue dans la région, mais qui a aussi un rayonnement beaucoup plus large que uniquement la région. Il s'agit de d'Alisa. Avec nous pour en parler, deux invités. D'abord, Fernand Pasquale. Bonjour à vous. Bonjour à toi. Accompagné d'Alexandra Pasquale. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Deux choses là. On va parler du record, mais aussi il faut parler de l'historique de d'Alisa. Commençons d'abord par le record du monde, parce que c'est un événement particulier. Il faisait super beau samedi, et tant mieux. Expliquez-nous un peu, dans le cadre de ce 25e, comment l'idée de lancer comme ça un record du monde de barbecue, comment c'est arrivé sur le terrain? Bien, à mes débuts d'Alisa, qui s'appelait Multiportion dans le temps, puis c'est encore Multiportion, la marque de commerce, c'est d'Alisa. Déjà, à ce moment-là, étant une petite PME, on voulait faire quelque chose de différent. On est dans le monde des grands et on est tout petit. On est à Saint-Jean. On est quand même, on a un rayonnement jusque dans l'Ouest canadien. On est bien organisé, mais je voulais, et je ne savais pas trop comment. Et avec Jean-François Hébert de la firme Bob Henry, je lui ai parlé de ça, puis il a dit « Ah, ce serait peut-être pas une méchante idée, mais sans plus. » Et avec le temps, tout ça, ça fait quand même plusieurs années de ça. Et cette année, dans le cadre du 25e anniversaire, il a regardé à droite, à gauche, et il nous est arrivé avec cette idée-là que je trouvais qui était quand même grandiose. C'était important comme événement. La logistique, super difficile. En tout cas, il y avait beaucoup de travail. Et avec l'aide d'Alexandra, toute l'équipe de Bob Henry, notre équipe chez moi d'Alisa, on a réussi à amener ça jusqu'à l'événement de samedi dernier. Alexandra, quand on s'embarque dans un projet comme ça, une fois qu'on a l'idée, là, c'est génial. OK, mais maintenant, il faut l'exécuter. Il y a beaucoup de logistique. Expliquez-nous un peu les contraintes de la mise en place d'un record du monde quand on veut, évidemment, qu'il soit authentifié par Guinness. En fait, c'est Jean-François qui s'en est occupé le plus, mais à la base, c'est ça pour juste continuer avec la question d'avant, comment on en est venu à l'idée. Nous, on fait principalement des saucisses, puis Jean-François, il me disait, on va faire un record Guinness pour les 25 ans. Puis là, je dis, il n'est pas question qu'on fasse la plus longue saucisse. La plus longue saucisse du monde. C'est ça. Donc, il y a eu tout ce processus-là aussi. Qu'est-ce qu'on va faire comme record Guinness? Est-ce qu'on fait la plus longue saucisse? Mais là, quand il est venu avec l'idée de faire un rassemblement, amener des gens, ça rejoignait beaucoup les valeurs d'Alisa, famille, authenticité, tout ce qui est épicurien et également, bien sûr, le plaisir. Mais c'est certain qu'il y a des étapes. Il fallait qu'il y ait le juge des records Guinness. Il y avait deux façons. C'est soit qu'on le faisait avec, il y a plusieurs points qu'il fallait aller cocher, puis là, ensuite, on envoyait tout ça à Londres pour qu'ils valident, OK, est-ce qu'ils ont bien répondu aux critères? Ou la deuxième option, c'était de demander à un juge qui se déplace, puis tout ça a été fait par lui sur place. Au niveau de toute la logistique, parce que la date a été décidée déjà depuis le mois de mars, mais nous, on pouvait seulement l'annoncer au mois, le 17 août, soit 30 jours avant la date de notre événement. Au niveau de toute la logistique, je sais qu'il y a eu beaucoup de réunions avec Guinness, mais je n'ai pas participé beaucoup à ça. C'était vraiment Jean-François qui a pris ce côté-là. Mais lors de la journée de l'événement du 17 septembre, il y avait le juge qui était sur place, qui était arrivé de Londres quelques jours avant. On devait avoir 20 commissaires. En fait, c'était un commissaire pour 50 personnes. Donc, nous, on avait prévu 22 commissaires pour authentifier le record qui se promenait entre les barbecues. Il fallait vraiment aussi que tout le monde dépose sa saucisse sur le barbecue au même moment, mais également qu'il continue à la faire cuire. Donc, il y a des personnes qui ont été disqualifiées du record. À cause 8. Oui, 8. Mais je pense qu'ils ont été quand même gentils parce que nous, j'en voyais qui se promenaient, puis je dis retourne à ton barbecue. Donc, je pense que c'était tout dépendant à quel point ils ne suivaient pas les règles, mais c'est ça, c'était vraiment sur place avec les commissaires. Le précédent record était à Hong Kong avec 500 quelques personnes. 579. C'était en quelle année, ça?
2019. En 2019, c'était quand même assez récent. Ouais. Donc, le fait de viser 1000, quoique là, on a eu 914, on n'est pas très loin, mais le fait de viser le 1000, pour vous, c'était réaliste? C'était réaliste avec les gens ici à Saint-Jean. Ils participent. Hein, tout le monde, tu fais un événement, ils participent. Des fois, ils arrivent à la dernière minute, mais on a quand même une belle région là, où les gens nous aiment, ils aiment participer puis ils aiment être là. Fait que le 1000 était... c'était pas farfelu. Là. On pensait bien arriver avec ce 1000-là. Même, on l'a dépassé à 1040, je pense. Avec le nombre, c'est ça. Les Bien, participants. qu'est-ce qui est arrivé aussi, le 1000, c'est que quand j'ai vu 579, moi, je ne savais pas. C'est moi qui ai eu l'idée du 1000. Je dis, moi, je veux 1000 personnes au barbecue. Mais je ne savais pas que tout le monde devait cuisiner en même temps. Donc, moi, à mon avis, à ce moment-là, je croyais que les enfants, les jeunes enfants, en bas de 2 ans comptaient. Je pensais qu'il fallait être sur place. Donc, de là, le 1000, parce qu'avec le gala au mort, on rejoint 850 personnes. Ouais. Donc, je me suis dit, si tout le monde amène ses enfants, vient en famille, 1000 est facilement atteignable. Bon, donc, le record du monde a été battu. 914. Est-ce qu'il y a eu à un certain moment une petite frousse ou je ne sais trop de dire, bon, il y a quelque chose qui ne sera pas correct, puis là, bien, malheureusement, ils ne pourront peut-être pas authentifier le record comme on le souhaite. Est-ce qu'il y a eu un petit stress là, jusqu'à la dernière minute? Moi, j'ai eu un petit peu de stress à l'entrée parce que je voyais les gens arriver, mais il y avait une file là, que je ne sais pas jusqu'où elle allait. On mettait les bracelets et là, ça retardait. Puis je pensais qu'il fallait que les saucisses soient déposées à 12h30. Et je regardais la file qui en finissait pas. Ça n'arrivera jamais. À un moment donné, on n'arrivera pas, il va manquer de monde, on va être obligé de commencer. L'autre frousse aussi, c'est allumer des charcoals aux briquettes. On a tous de la misère à allumer ces charcoals-là, mais il fallait les allumer à une certaine heure. Et là, dépendamment de la place où tu es sur le parc Jerry Boulet, il y a du vent, pas de vent, donc tout n'est pas allumé en même temps. Ça aussi, c'est une frousse que quand tu vas déposer l'autre, elle ne sera pas cuite, trop cuite. Alors, non, ça a été bien le fun. Un bon défi, puis quand même du bon stress. Là. C'était du bon stress. Moi, la frousse que j'ai eue, au début, quand on a lancé les inscriptions, on a eu beaucoup d'inscriptions la première journée, la première semaine. Puis après ça, mort. Là, je me disais, hey, on a 300 personnes seulement. Puis je contactais des gens qui sont habituellement toujours présents à nos événements, puis que là, ça ne fonctionnait pas, la date. Je vais être à l'extérieur, je vais être à la balade de rêve qui tombait à la même date. Donc, tout ça, je me disais, oh mon Dieu, on n'arrivera jamais à... Puis on ne voulait pas avoir un flop non plus avec moins de participants que 579. On s'impose un stress, hein? On s'impose un objectif. Puis l'autre stress, c'était vraiment la température. Toute la semaine, jusqu'au samedi, la température a changé. À un moment, il annonçait vraiment pas beau pour le samedi. Puis je recevais beaucoup de messages. Qu'est-ce qui arrive s'il pleut? Puis on ne pouvait pas remettre au lendemain parce que le juge repartait vers Londres. Donc, il fallait absolument que ce soit le samedi. Donc, on était très dépendant de la température aussi. Et finalement, les planètes se sont alignées. Oui. La météo était au rendez-vous, le public aussi, la logistique a fini par fonctionner. Exact. Vous avez dû faire... Oui. Ouais. Après, je vais dire une chose, quand tout a été terminé, la pression descend, il y a un peu de fatigue qui embarque. Et dans le cadre de l'établissement de ce record-là, en même temps, vous l'avez lié à votre fondation. Question aussi de ramasser des sous. Vous aviez même identifié une cause. Expliquez-nous aussi le fait donc que vous avez lié l'événement de samedi avec votre cause. C'est une cause, c'est le CHU de Sainte-Justine. On voulait attacher cet événement-là avec une cause. La cause de Sainte-Justine, c'est aussi les enfants. Le fonds Belmira James, la mission première est d'aider des organismes qui peuvent venir en aide aux enfants, comme le Club des petits déjeuners et bien d'autres. Donc, d'amener ça en plus avec cette cause-là, je pense que c'était gagnant-gagnant. C'était mobilisateur aussi. Est-ce qu'on connaît déjà la somme qui sera versée au CHU Sainte-Justine? En fait, on avait décidé de faire le record Guinness au profit de la Fondation CHU Sainte-Justine, mais également notre tournoi de golf, parce qu'on a un engagement annuel avec le Club des petits déjeuners. Puis souvent, on essaie on redonne aux entreprises de Saint-Jean, puis de la région, mais il ne faut pas oublier que d'Alisa, on est beaucoup à l'extérieur de Saint-Jean. Donc, on essaie des fois de se sortir de la région. Puis, il ne faut pas oublier, la Fondation CHU Sainte-Justine, elle touche beaucoup de familles à Saint-Jean. Tout à fait. Donc,
c'est comme ça qu'on était venu à choisir la cause. Mais avec le tournoi de golf, on va combiner les deux. Puis, je peux annoncer le montant. Oui, c'est 25 000 qu'on va leur remettre par le record Guinness, c'est le tournoi de golf. Tout à fait. Mais la course de Sainte-Justine, elle est peut-être, oui, basée à Montréal, mais moi, je sais pas, mon propre exemple, mes jumeaux sont nés à Sainte-Justine de manière prématurée. Mon garçon aussi. Bon, donc, on a probablement bien des gens qui habitent la région de Saint-Jean qui ont eu un jour ou l'autre à bénéficier des services de Sainte-Justine. Donc, c'est et la qualité Et la qualité des soins, ils sont... tout à fait. Parlons des 25 ans de Dalisa. Comment ça a commencé? Dalisa a commencé par... comment je pourrais dire? C'était multiportion avant tout. Et multiportion, on servait le domaine des hôtels, des institutions et la restauration. Et en 2009-2010, j'ai fait faire une étude à savoir comment nos clients nous voyaient. Puis ils nous voyaient comme le patron, il est sympathique, il est bien fin, mais vous le voyez comment? On ne sait pas, monsieur, il vend de la viande. Et à partir de ce moment-là, on a décidé de tout ramener sur... éliminer beaucoup de ce qu'on faisait, au-dessus de 200 produits différents. Et on avait une belle marque, des beaux produits. Et à l'époque, j'avais acheté une entreprise qui s'appelait Dalisa. Je ne l'ai pas formée moi-même, je l'ai acheté, c'était au tout début. Un de mes amis, l'ancien propriétaire de Mrs. White, avait acheté ça, puis pour toutes sortes de raisons, il me l'a proposé, puis je l'ai acheté. Et je trouvais que c'était magnifique. C'était un produit qui se prêtait à toutes les familles, à tout le monde, que ce soit un riche, un pauvre, un produit de tous les jours aussi. Tu peux en manger d'une façon festive, le lundi, mardi, la fin de semaine. Donc, ça a été des débuts très, très modestes, mais on a réussi à toujours canner nos énergies sur 4, 5, 6 produits. On a eu la chance de pouvoir servir la grande distribution. Et ça nous a donné un coup d'envoi. Aujourd'hui, on est coast to coast au Canada, des Maritimes aller jusqu'en Colombie-Britannique, avec plusieurs items chez Costco, chez Provigo, Loblaws, chez Maxi, Walmart, Maxi et compagnie, Walmart. Donc, on couvre quand même l'ensemble des bannières au Canada. Et donc... jusque-là, ben là, on est rendu à 25 ans, mais on n'est pas arrivé à 25 ans comme ça, là. Il y a eu des hauts et des bas, des difficultés, on a gagné des clients, on a perdu, on a changé d'items, on a amélioré considérablement nos produits avec moins de sel, sans gluten, ainsi de suite. Avec aussi une très, très, très belle équipe d'Alisa. On a une équipe formidable, que ce soit marketing, recherche-développement, assurance qualité. Et depuis 2016, la compagnie Cargill Food sont venus nous voir pour nous proposer un modèle d'affaires dont je n'étais pas nécessairement chaud parce que je perdais quand même mon usine. J'avais plus d'usine, mais je voyais ça comme une menace. Sauf que ça s'est transformé pas comme une menace, mais une belle opportunité. Cargill ont des usines partout au Canada. Ils en ont partout aux États-Unis. Puis ce qu'ils m'ont vendu, c'est que eux avaient besoin d'un certain volume. Et le fait d'avoir des usines partout, au lieu de partir du Québec à les livrer jusque dans l'Ouest canadien, bien là, aujourd'hui, on a une ligne aussi dans l'Ouest. Bon. Alexandra, c'est quoi le rayonnement de Dalisa aujourd'hui? Fernand parlait évidemment d'une présence d'un océan à l'autre. Parfois, c'est difficile de l'imaginer nous-mêmes ici dans la région. On connaît Dalisa, on connaît les saucisses, on connaît le produit, on connaît la marque. Mais bref, qu'est-ce qui fait que Dalisa est aussi présente partout au Canada aujourd'hui? Je pense que ça va avec la qualité des produits, mais également le service qu'on a et la relation qu'on a avec nos clients. Tu sais, je dirais pas que c'est facile parce qu'il y a toujours des difficultés, mais le fait qu'on est aussi petit versus des multinationales qui sont dans le même secteur, on est capable de se tourner de côté ou de planifier une promotion ou un nouveau produit très, très rapidement, ce que les plus gros n'ont pas nécessairement. T'sais, nous, au bureau, que ce soit le marketing ou la production ou le service à la clientèle, on est tout le monde assis un à côté de l'autre. Bien,
tout près. Donc, le pouvoir de décision est extrêmement rapide. Puis, on a une très, très belle collaboration avec les clients. Donc, si on a une situation, des fois, qu'on est pris avec des produits, qu'on a anticipé des commandes plus élevées que ce que c'était, ou l'inverse, on prend le téléphone, on appelle le client, puis hey, est-ce que tu serais prêt à en prendre un peu plus? On va faire une promo. Donc, le fait qu'on peut prendre les décisions aussi vite, je dirais que c'est ce qui nous permet de continuer de grandir. Et l'inverse est aussi vrai. Des fois, c'est nous qui avons trop de produits, on a trop fabriqué, mais eux peuvent arriver, aussi bien nous demander « Hey, peux-tu nous dépanner? On aimerait avoir 500, 600, 1000 caisses de plus de produits. Ouais. » On fait tout. Et peut-être que le succès d'Alisa a été toujours... Moi, dire non, j'ai jamais appris ça. Encore aujourd'hui, des fois, ça me met beaucoup, beaucoup dans le trouble. Mais j'ai appris à dire oui, puis au plaisir de nos clients. Et je pense que ça étant plus petit, être capable d'avoir cette flexibilité-là, même avec notre partenaire là, de fabrication, des fois, on a à se battre. Parce qu'ils sont gros. C'est quand même aussi. un moment important de l'histoire de l'entreprise, parce qu'il fut un temps où on voyait cette usine, ce bâtiment, le long du parc industriel à Saint-Jean, à l'intersection de la rue Saint-Louis, bâtiment qui a été vendu ou occupé par une autre entreprise aujourd'hui. Oui. Mais ça a été quand même une décision majeure, parce que quand les gens ont vu que c'était d'Alisa et que ce n'était plus d'Alisa, se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a investi dans un bâtiment alors que vous êtes resté là combien d'années? Quand même quelques années, oui. Oui, on est allé quasiment une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Mais quand on a bâti cette usine-là, on venait d'acheter une business qui était de Univiande qu'on venait d'acheter. Et la business qui devait venir avec l'achat et la bâtisse, on ne l'a jamais eu. Ça nous a occasionné énormément de problèmes. Et la bâtisse n'était pas faite seulement pour la fabrication des produits d'Alisa, mais aussi tout un volet d'exportation. De là, l'immensité c'était 75 000 pieds, mais d'Alisa, les produits d'Alisa, on occupait seulement une trentaine de mille pieds. L'autre différence, c'était beaucoup des entrepôts, préparation, tout ça. On n'avait plus cette business-là parce que les abattoirs étaient capables de faire qu'est-ce que nous, on faisait dans la division de l'exportation. Fait qu'on a abandonné cette division-là qui était l'exportation, mais c'était pas de la valeur ajoutée, c'était tout simplement de l'emballage, réemballage, ainsi de suite. Et ça nous avait créé certains problèmes. Puis on a réussi à passer au travers, changer notre façon de faire. On voulait louer la bâtisse ou louer des installations. J'ai fait des démarches vers Rivière-du-Loup, un de mes amis qui était là-bas, qui a pris une partie du bâtiment. Mais plus que ça, il m'a demandé, oui, c'est beau que tu me loues, mais tu veux me louer? Mais moi, j'aimerais ça acheter le bâtiment. Ça ne m'a pas déplu non plus. Là. Il a acheté le bâtiment, puis je suis devenu locataire, et ça nous a amené là où on est. J'ai eu un directeur général à un moment donné qui me parlait, tu sais, Fernand, c'est pas important ça, un bâtiment, peu importe, toi, tu es là pour faire de la fabrication, tout ça. Et le restant, Cargill a venu jusqu'à pas si longtemps, et beaucoup de compagnies ne sont pas propriétaires de leurs bâtiments. Ils sont là. Ce n'est pas des gestionnaires de bâtiments, c'est des gestionnaires de fabrication ou de distribution. Fait que quand j'ai compris ça, ça nous a amené là où on est. On n'a pas de souci au niveau du bâtiment. C'est pas notre bébé, ça. Donc, d'Alisa a 25 ans. On est aussi en même temps en présence d'une autre génération qui graduellement s'installe pour prendre la relève. On parlera peut-être du passé tantôt, mais parlons de l'avenir et de la relève et de l'implication de la famille pour la suite. Bien, moi, à mon grand bonheur, Alexandra travaillait dans le monde des banques depuis plusieurs années. Et Victoria, qui est un peu plus loin qu'elle, a 25-26 ans. Alexandra, j'avais dit... J'avais dit à l'époque... Quand on dit les deux, même, on se trompe pas. J'avais dit à l'époque, supposément, j'avais dit, Alexandra m'avait demandé, quand elle était plus jeune, moi, un jour, je vais aller travailler avec mon papa. Fait que ça a l'air que j'ai dit oui. Mais avant, il faut que tu ailles au moins travailler ailleurs, au moins une dizaine d'années, et après ça, on verra. Après, quand il est arrivé le 10 ans, Alexandra, ceux qui la connaissent, c'était dans sa tête.
Et elle est venue voir, elle a passé par sa mère avant, puis elle a dit, tu sais, moi, j'aimerais ça aller travailler avec papa, puis les banques, je suis tanné de ça, puis je veux faire autre chose, puis il me semble que je pourrais amener un bon coup de main, puis aider. Et j'avais dit à Judith, j'ai dit, il n'y en a pas question, notre domaine, c'est un domaine qui est difficile, faut être présent. L'alimentation, c'est vrai que ça tourne vite, mais c'est pas nécessairement facile, là. On peut parler à tout le monde qui est dans l'alimentation, c'est un travail qu'on doit être là tous les jours, mais Judith me revient, elle dit ça, tu y as promis. Fait que j'ai dit, voyons, je veux pas ça. Fait que finalement, j'ai fini par dire oui. Et elle est venue dans l'entreprise et c'est super le fun. Mais moi, ça me retarde ma retraite un peu. Ça me retarde un peu, mais c'est bien agréable ce qu'on fait. Est-ce que c'est la vraie histoire? Ben, ça ressemble à ça. Ça ressemble beaucoup à ça. Peut-être dans des mots différents. Oui, mais qu'est-ce qu'il me répétait sans cesse, c'est un milieu d'hommes, puis c'est vrai. Puis encore, je me le fais dire, des fois, on a des rencontres avec des clients, puis les différents fournisseurs, ils sont tous là, puis c'est vrai que la viande, c'est beaucoup, beaucoup des hommes. Mais ils me disaient, comment que tu te sens là-dedans? Tu sais, je me suis fait demander par d'autres fournisseurs, puis tu es tout aussi bien accepté. Tu sais, je pense pas que tu vis plus mal ou mieux. Je pense que c'est pareil. Puis surtout, est-ce qu'on est rendu en 2022? Les gens ont autant de respect pour moi que si c'était un homme qui faisait mon rôle. Donc, là, j'ai entendu le mot retraite. Est-ce que la retraite, est-ce qu'elle est amorcée? Est-ce qu'elle est prévue? Est-ce que la passation finale est déjà entamée? On peut dire qu'on s'en va tranquillement vers ça. Je leur laisse énormément de place sur la patinoire. Toutes les décisions, ou à peu près, c'est sûr, ils viennent me voir, mais c'est rare, comme je t'ai dit tantôt, je dis rarement non. C'est toujours oui ou qu'est-ce que tu ferais? Tu penses quoi? Puis tu prendrais quoi comme décision? Puis je suis arrivé avec une décision, ils ont dit, c'est parfait, continue, c'est excellent. C'est vrai, c'est comme ça. Je les laisse beaucoup, beaucoup aller. J'ai un contrôleur aussi qui est là de longue date. Non, ça va super bien. On a nos clients, c'est des bons clients. C'est le fun. Moi, ça me permet de prendre ma retraite tranquillement, mais de travailler longtemps. Travailler encore longtemps. C'est ça que j'allais dire. Je pense pas qu'il est vraiment prêt non, de la retraite, prêt avec un S puis avec un T. Là. OK. Et commencer à travailler avec son père, parce qu'au-delà de la relation qu'on peut avoir avec son père, là, de travailler avec un membre de sa famille, ça change quoi? Bien, je travaille avec mon père, mais je travaille aussi avec ma sœur. Ouais. Puis, nos personnalités aux trois se complètent bien. Ouais. Je pense qu'on a vraiment une belle collaboration. On n'a pas d'esprit de compétition, puis c'est complémentaire. C'est ça. On ne se chicane pas au bureau, ça va super bien. Puis s'il y en a un qui n'est pas d'accord avec la décision de l'autre, on la discute ou... Puis on supporte beaucoup. Donc, aussi. la promesse en valait la peine. Exact. Non. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, là où on est rendu, on a eu toutes sortes de propositions de se faire acheter. On est dans un monde où c'est les multinationales et les gens t'approchent pour... parce que le pied de tablette qu'on occupe dans les grandes surfaces, c'est très prisé par bien des gens. Donc, mais c'est pas... Nous, on a du fun, on a du plaisir à se lever le matin. On s'en va pas travailler, on s'en va passer du bon temps avec les défis qu'on a, là. Puis je dirais que ça, on a du plaisir le matin. Je dirais que c'est beaucoup comme ça au bureau. En général, là, pas juste la famille, mais vraiment les employés, je pense qu'ils sont contents de venir le matin. On a aussi. le plus beau bureau, l'atmosphère, les gens, de la façon comment ils sont traités chez nous. Là, vraiment, je pense que tu n'as pas eu l'occasion de les faire un tour. Vous êtes rendu à combien d'employés? Là? On a 12-13, parce qu'on est en production assistée. Exact. On a 550, par exemple. On a au-dessus d'1100 avec la Colombie-Britannique. Mais le bureau, on gère ça. Le noyau, c'est avec 13 personnes. Je disais tantôt, là, on parle du futur, mais revenons quand même brièvement sur le passé, parce que oui, Dalisa, multiportion, ça a 25 ans, mais quand on remonte plus loin, pour les gens qui connaissent Fernand Pasquale de longue date, c'était le jeune homme qui était boucher dans les quartiers Saint-Gérard, Notre-Dame Auxiliatrice et la boucherie Royal Saint-Jean. Exact. Il y en a eu du chemin. Il y en a eu du chemin. Pour arriver à ce que c'est aujourd'hui. C'était pas seulement le chemin, c'était le rêve. Le rêve, et ça m'amène à mon enfance. Quand j'ai commencé, j'allais à l'école, tout ça. Mes parents
immigrants des Açores, de l'île de Saint-Miguel. On est arrivé ici, ils ne savaient pas parler français, tout ça. On a commencé à l'école, puis on était élevés très modestement. On n'a jamais manqué de rien au niveau bouffe. Ce qu'on manquait, c'était tout ce qui était un peu les artifices, changer de hockey. Si jamais il fallait, on en brisait un, ça prenait plus de temps avant d'en avoir que si on avait besoin de patins. Mais mes parents ne connaissaient pas ça. Les patins, eux, c'était le soccer. Fait que ça a été une enfance peut-être... J'en ai pas souffert, mais à un moment donné, il te manque de quelque chose. Donc... moi, je voulais rapidement être capable d'être autonome. Puis, quand j'étais arrivé à l'âge de 13-14 ans, je voulais laisser l'école. Je voulais être un peu comme mes amis, avoir un peu de sous, un peu plus d'argent, tout ça. Et mon père, à l'âge de 15 ans, je me souviens comme c'était hier, au mois d'octobre, novembre, j'ai dit à père, je ne vais plus aller à l'école. Fait que j'ai laissé l'école. Il m'a dit une chose, il m'a fait promettre, je suis pas d'accord, mais si c'est ça que tu veux, je suis d'accord. Mais je ne veux pas jamais te voir sans travailler. Fait que là, ça a commencé. J'ai commencé dans une petite boucherie au détail. Par la suite, chez la grande, chez Dominion Store. Ensuite, Dominion Store, de la petite boucherie, j'ai appris avec un boucher européen les coupes qui étaient très, très, très à la mode dans ce temps-là, les coupes européennes, coupes françaises. Et ça m'a amené à avoir une belle expertise. Par la suite, j'ai eu la chance d'acheter un magasin à l'âge de 20 ans, 21 ans, une petite boucherie au détail. De là, on a parti encore dans ma tête de rêveur, en acheter, puis en avoir. On a eu jusqu'à 4-5 en même temps. Mais là, je suis allé à l'école un peu. L'école de la vie. L'école de la vie, et l'école de la vie a remené finalement à fonder l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui et qui a un brillant avenir devant lui. Merci beaucoup à vous deux. Et merci. Merci, Bonne Éric. chance pour la suite. Reste avec nous. On vous revient après ceci. À la fin du mois, ce sont les journées de la culture un peu partout au Québec. Il y a 1001 activités. C'est gratuit, c'est accessible à la famille. Dans la région, allez tout simplement voir maculture.ca. À demain.